Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Ce dimanche 4 février, c'est la journée mondiale du cancer qui constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. L'intérêt de cette journée est de faire prendre conscience de l'utilité du dépistage précoce qui peut permettre d'arriver à une guérison. Depuis plusieurs semaines, le fleuve Nzige dans la région de Demokro est devenu rougeâtre et inquiète les populations. Les orpailleurs clandestins qui pullulent dans la région sont pointés du doigt comme les principaux auteurs de cette coloration de ce cours d'eau. Et puis, drame ce dimanche matin sur le pont de Gueule, ici à Abidjan, un véhicule de type 4x4 personnel a fait une sortie de route sur le pont et s'est retrouvé dans la lagune ébriée. Bilan, un mort. Pour le magazine de ce dimanche 4 février 2018, nous allons parler de la filière coco qui est dans une certaine léthargie, qui ne favorise pas son développement. Notre invité est un opérateur de ce secteur d'activité. Il est également président du conseil régional des Grands Ponts avec pour capitale Dabou, c'est bien ça? Voilà, et son nom c'est Monsieur Gabriel Yassé. Monsieur Yassé, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour parler de cette filière, la filière coco. Ça sera dans 30 minutes. Nous vous le disions dans nos titres ce dimanche 4 février, c'est la journée mondiale du cancer qui constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. L'intérêt de cette journée est de faire prendre conscience de l'utilité du dépistage précoce qui peut permettre d'arriver à une guérison. Ami Sissoko. Il touche tout le monde, jeunes, vieux, riches et pauvres. Le cancer. Son traitement n'est pas à la portée de tous. La prise en charge d'un cancer part du diagnostic au projet de traitement. Pour le cancer du sein chez la femme, par exemple, la prise en charge débute avec le diagnostic. La malade effectue une consultation, voire une mammographie et ou une microbiopsie qui permettra de confirmer ou infirmer le cancer. Lorsque le résultat est positif, il faut maintenant déterminer le stade de la maladie sur une échelle de 4. Pour stadifier la maladie, il est demandé un scanner pour établir un bilan d'extension. Le but est de savoir si le cancer s'est répandu ailleurs. Le volet exploratoire du diagnostic coûte en moyenne 240 000 francs CFA. Le diagnostic étant disponible, le volet traitement peut commencer. Plusieurs méthodes s'intriguent. La chimiothérapie, associée à la chirurgie ou à la radiothérapie. Après cela, la malade doit effectuer au moins 8 cures à raison de 300 000 francs par cure tous les 21 jours. C'est en moyenne 5 millions de francs CFA qu'il faut pour la prise en charge du cancer du sein. Le traitement diffère d'un cancer à un autre. Les efforts sont faits. Il y a un partenariat entre le groupe Roche, qui est une firme pharmaceutique, et l'État de Côte d'Ivoire, où d'importants efforts ont été faits pour d'abord réduire le coût de certains médicaments à 10%. Et aujourd'hui, c'est effectif pour l'Herceptin à 0%. C'est-à-dire le coût du médicament, c'est-à-dire l'Herceptin aujourd'hui est gratuit pour les patients porteurs d'un cancer du sein. Mais attention, ce n'est pas pour tous les cancers du sein. Chez les hommes, c'est le cancer du foie qui est le plus répandu. Il est suivi de celui de la prostate. 70% des cas de prostate qui se rendent à l'hôpital sont à un stade déjà avancé selon les cancérologues. Dans cet état, il faut bloquer la production de la testostérone, l'hormone que tous les hommes sécrètent car sa production permet le développement du cancer. Il se fait au moyen de la castration. Il est possible d'opérer le malade pour le castrer ou le castrer par injection. Le produit coûte 250 000 francs CFA. Il faut une injection tous les 3 mois associée à un anti-androgène dont la boîte coûte 40 000 francs CFA pour 1 mois. Tous les 3 mois, le malade du cancer de la prostate dépense 370 000 francs. À ce montant s'ajoute celui de la biopsie, de l'histologie et de l'IRM. Par an, ce sont environ 5 millions de francs CFA pour la prise en charge du cancer de la prostate comme pour le cancer du sein, sans certitude de guérison totale. Pareil pour les autres cancers, dont le cancer des enfants. En matière de cancérologie, on ne parle pas de guérison comme ça. On parle de rémission. Parce que le cancer, il peut revenir à tout moment.
Si vous avez laissé une cellule quelque part, cette cellule-là peut évoluer pour son propre compte. Quand un malade a un cancer, il faut savoir que au stade 1, 2, on peut le guérir totalement. Dans les stades 3, localement avancé, tout ça, l'objectif, c'est de contrôler la maladie. Au stade 4, où la maladie est généralisée, l'objectif, c'est d'améliorer la survie et le confort sans prétention de guérison. À tous ces montants, il faut ajouter les dépenses collatérales, telles que les frais d'hospitalisation, de nourriture, de transport, d'hébergement et autres. Et s'il y a résistance à la chimiothérapie, il faut passer à de nouvelles thérapeutiques, des traitements qui peuvent coûter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Le tout nouveau centre de radiothérapie du CHU de Cocody, inauguré le 18 décembre dernier, va permettre dans une certaine mesure d'amoindrir les coûts du traitement du cancer. Il a une capacité de prise en charge de 320 à 400 patients par jour et sera bientôt fonctionnel. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde. Un décès sur 6 lui est imputé selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, ce sont 16 000 à 20 000 nouveaux cas de tout type de cancer qui sont enregistrés chaque année. Traitement de longue durée, coûts élevés. Pour les cancérologues, les efforts de lutte contre les cancers doivent se concentrer sur le dépistage et la prévention. Drame ce dimanche matin sur le pont de Gaulle ici à Abidjan. Un véhicule de type 4x4 personnel a fait une sortie de route sur le pont et s'est retrouvé dans la lagune Ébrié. Bilan, un mort. Adrienne Grascando. Un véhicule de type 4x4 a terminé sa course ce dimanche dans la lagune Ébrié au niveau du pont de Gaulle, sens plateau Trècheville. Les sapeurs-pompiers militaires disent avoir été alertés aux environs de 7 heures. Après des recherches, une victime a été repêchée. Ce matin, aux alentours de 7h11, nous avons été alertés pour un véhicule tombé dans la lagune. Donc, il s'agit d'un véhicule qui a chuté depuis le pont de Gaulle dans la lagune. Et nous avons engagé des équipes de plongeurs pour, dans un premier temps, localiser, extraire les victimes et ensuite retirer l'épave. Pour le moment, de façon provisoire, nous avons une seule victime à bord. Des équipes de plongeurs sont sur les lieux pour poursuivre les recherches. Une victime a été repêchée, une victime de race blanche. Les opérations de recherche se poursuivent toujours et nous attendons les moyens de levage pour l'extraction du véhicule de la lagune. Nous avons mené cette opération en collaboration avec la gendarmerie, la police nationale et certains partenaires techniques qui vont nous aider à réaliser notre mission. Aucune information n'a été donnée sur les circonstances de cet accident. La police nationale a ouvert une enquête pour élucider les causes de ce drame. Et tout à fait autre chose à présent, un repart de corps de l'armée ivoirienne a ouvert à la population enregistrée la présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il s'agissait pour l'autorité d'échanger avec les troupes. Éric Goré. Ahmed Bakayoko au milieu des troupes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est allé au contact des soldats. Il a même partagé un repas avec eux, une façon pour lui d'être en phase avec ses collaborateurs. Lors de ce repas de corps, Ahmed Bakayoko a exhorté les militaires à la discipline et à la cohésion au sein de la Grande Muette. Nous devons tous nous sentir les membres de la même famille, comme des frères, comme des sœurs. Nous devons être plus déterminés à travailler pour la cohésion de l'armée, pour qu'un militaire ne tire pas sur un autre militaire. Nous devons tout faire pour réussir à faire que l'armée se réconcilie avec elle-même, que l'armée fasse en sorte qu'il n'y ait plus de questions d'indiscipline, que la discipline soit vraiment quelque chose d'essentiel, un pilier. J'ai envie que vous puissiez montrer l'image d'une armée qui fasse la fierté du pays. Ce repas de corps a été ouvert aux populations. Une façon pour les organisateurs de briser les barrières et de raffermir les liens armée-population. Il est important que nous puissions contribuer au renforcement de la cohésion au sein de ces unités. À la fin de ce repas, les forces de défense se disent satisfaits. C'est une opportunité des chefs de pouvoir passer certains messages en ce qui concerne la discipline, en ce qui concerne la nécessité de la cohésion. Ça nous permet de parler au ministre, pas comme un chef, mais comme un frère.
Il a prouvé, quand il a fini, il est rentré dans la foule, vous avez vu. C'est de cela que le soldat a besoin. Alors, au deuxième grand titre de cette édition, depuis plusieurs semaines, le fleuve Nzi dans la région de Dembokro est devenu rougeâtre et inquiète les populations. Les orpailleurs clandestins qui pullulent dans la région sont pointés du doigt comme les principaux auteurs de cette coloration de ce cours d'eau. Eugène Atoubé. Dans le lit de ce cours d'eau qu'on appelle Nzi, vu de ce vieux pont entre Dembokro et Bokanda, on ne voit plus que des amas de pierres. L'eau s'est littéralement asséchée. Une décrue qui ne surprend guère en ce temps de sécheresse, comme chaque année du reste, où la même situation est observable. Mais on est particulièrement saisi de ce qui apparaît comme brutal changement de la couleur de l'eau du Nzi, devenue encore plus sale cette année. Une couleur ocre inhabituelle qui affecte la totalité du lit de cette partie de Madaman qui va croiser un autre fleuve, le Komwe, à partir du village de Nzianoua. Tous ceux qui sont au bord du Nzi, ils ont cette couleur d'eau actuellement. Jusqu'à Laurebo, j'ai fait un tour à Laurebo, c'est la même chose. Nous sommes à Bengassou, sous-préfecture dans le département de Bokanda. Dans l'insouciance totale, des enfants, gaiement, jouent dans l'eau rougeâtre. Plus loin, un vieux pêcheur solitaire qui attend la bonne prise et sur qui, depuis le bord du fleuve, cette dame, au cours de sa lessive, jette par intermittence un regard interrogateur. Maintenant, on ne gagne pas poisson. Parce que la couleur de l'eau là, avant, ce n'était pas comme ça. Quand l'eau est comme ça là, elle se cache. Elle sort. Aujourd'hui, avec l'eau qu'ils sont en train d'extraire à Bokanda, cette eau est devenue imbuvable par tout le monde. Le Nzi, bénéfique à toutes les localités qui l'ont en partage, en ce qu'il apporte aux populations en termes d'exploitation, est devenu le nouveau centre d'intérêt des chercheurs d'or, spécialement ceux qui s'adonnent à l'orpaillage illicite. Et dans la région du Nzi, ils sont nombreux, ces terroristes de l'environnement qui ont investi hameaux et villages comme les abeilles attirées par le miel. Ça a été une occupation anarchique. C'est ça qu'on doit éviter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ligne de conduite vraiment rigide que tout le monde doit respecter. Et avec ça, tout le monde peut se sentir en sécurité. Chaque jour, ce sont des colonnes de camions de sable qui déversent leur chargement le long du fleuve Nzi sur les sites spécialement aménagés. Là, ils vont laver à l'aide de motopompes le gravillon obtenu après creusage des filons. De cette opération, le sable est séparé, selon l'expression des employeurs eux-mêmes, du bon caillou. Puis, l'eau après lavage est reversée dans le Nzi, qui aussitôt vire à la couleur ocre des gravillons. La sous-préfecture de Bengassou et ses villages environnants sont l'épicentre de cette activité qui affecte la qualité de l'eau. Conséquence de la présence dans l'eau de produits comme le cyanure et le mercure utilisés par les orpailleurs, un danger permanent. Les orpailleurs, eux, ceux qui ont accepté de nous parler, affirment avoir une claire conscience de la tragédie qui se profile à l'horizon, du fait de leur présence et surtout de leur activité préjudiciable à l'environnement. Alors, certains ont trouvé ce qui est pour eux une solution palliative. Creuser des digues pour empêcher que la boue formée par les dépôts de sable ne se jette dans le Nzi. Ce qu'on a exigé, c'est que les trous qui creusent là, c'est-à-dire qu'ils prennent l'eau de Nzi, mais ça doit être des trous distants, très très loin de la rive, pour ne pas qu'il y ait un reflux. Donc c'est un peu les conditions qu'on doit leur exiger. Nous, on leur a demandé ça. Et pourtant, la réalité est tout autre. Ce sont des tonnes de boue qui sont charriées par écoulement de l'eau de lavage des gravillons. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'on réalise toute la tragédie que peut causer la présence de ces orpailleurs. Quand je rentre dans l'eau, mon corps me démange. Ça me démange même, ça me donne des taches. Je suis parti à l'hôpital pour ça même. On m'a prescrit des ordonnances là. On dit que c'est des bêtes qui sont dans l'eau. Et puis la couleur de même fait que quand on rentre dedans, ça nous démange. Et si on ne fait pas attention, on peut perdre même la vue. À Ua,
village dans la commune de Dimbokro. C'est en ce lieu que se trouve la station de traitement d'eau potable que la SODECI de Dimbokro distribue à ses abonnés. Et les populations ont vite fait de lier la couleur ocre de l'eau d'Unzi à celle qu'elles consomment à partir des robinets. Entre craintes et commentaires sur la qualité de l'eau servie par la SODECI, c'est motus bouche cousue des responsables de la SODECI de Dimbokro qui disent n'avoir reçu aucune instruction de leur hiérarchie pour une éventuelle réaction sur la question. Pour autant, ils rassurent que l'eau qui coule des robinets est de qualité, comme le confirme d'ailleurs la direction régionale d'Unzi de l'hydraulique humaine. Pour le moment, c'est le facteur couleur qui frappe fort. Mais les autres paramètres sont toujours maintenus par rapport aux analyses que la SODECI fait tous les jours. Bon, présentement, la fréquence des entretiens a augmenté du fait de cette couleur-là. Pour le moment, ce n'est pas déplorable. En tout cas, la SODECI me rassure qu'il n'y a pas de problème majeur. Mais il est toujours bien de prendre des dispositions. Dans les villages riverains d'Unzi, autant que dans la ville de Dimbokro même, les populations ne se montrent pas alarmistes, mais la présence des orpailleurs illicites ajoute à leurs inquiétudes et à leurs alarmes. Pendant ce temps, ces chercheurs d'or poursuivent leurs activités tranquilles et sans la moindre inquiétude. Aux abords du fleuve Nzi, dont l'eau chaque jour prend la couleur ocre de la terre rocailleuse de la région de Dimbokro. Voilà, reportage signé Eugène Atoubech. Le ministère de l'Agriculture fait le bilan de ce secteur. Les acquis 2017 sont notables avec l'organisation du Sahara, la rencontre sur la révolution verte en Afrique, la mise en place de l'agence du foncier rural. La suite avec Noël Niagno. Comme le riche laboureur Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est convaincu d'une chose. Il y a un trésor caché dans le secteur agricole, laissé par feu Félix Houphouët-Boigny à la Côte d'Ivoire. La preuve, après plus d'un demi-siècle, le secteur continue de porter l'économie ivoirienne et les performances sont légion. Premier producteur mondial de cacao, de cajou, de cola. Pour les autres spéculations, la Côte d'Ivoire est dans le top 5 au plan mondial. Comment maintenir le cap? Marquer une halte annuelle, c'est la volonté du locataire du 25e étage de la Caisse de stabilisation. Cela pour passer au crible chemin parcouru, le tamiser sans faux fuyant. L'exercice a eu lieu ce deuxième jour du deuxième mois de l'année 2018 devant la famille agricole dans toute sa diversité. Que souligner des acquis notables avec des pics. L'agence du foncier rural a vu le jour. Elle est opérationnelle. Au plan international, l'agriculture a participé à la visibilité de la Côte d'Ivoire à travers l'organisation du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Une grande première en terre francophone, 7 ans après l'avènement de cette instance. Elle a mobilisé du beau monde. Dernier élément majeur à souligner pour cette année 2017, la tenue du Sahara. Le salon est devenu, après 4 éditions, la véritable vitrine de l'agriculture ivoirienne au regard de l'engouement qu'il suscite. Il a permis de mobiliser des ressources pour financer le PNIA, Programme national d'investissement agricole de deuxième génération. Le Sahara 2017 a permis la signature de 5 conventions pour un montant global de 140 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'importants projets de développement agricole, notamment dans la riziculture. Le programme national d'investissement agricole deuxième génération, dont la table ronde a permis de mobiliser 1665 milliards de francs CFA pour un démarrage d'exécution en 2018. Sangafoua Coulibaly a rendu un vibrant hommage aux acteurs de ces performances et leur a demandé de redoubler d'efforts pour faire mieux en 2018. Nous devons continuer à promouvoir l'investissement dans le secteur agricole en vue d'une transformation structurelle effective de ce secteur. Pour ce faire, l'approche agropolaire adoptée par le Programme national d'investissement deuxième génération devra constituer le cadre de référence et soutenu par tous à travers l'accomplissement effectif de nos tâches respectives dans la chaîne de valeur qu'à travers la célérité dans le processus de prise de décision.
Pour l'heure, des personnalités qui ont contribué à l'avancée du secteur ont été décorées. Comme pour dire, la terre n'est pas ingrate, elle sait rendre ce qu'on lui donne. Noël Gnagno Sakalou, la 6e édition du grand jury de la publicité africaine Martin Kofi Stud a été lancée jeudi dernier. L'un des objectifs de ce prix est de détecter de jeunes talents dans le domaine de la publicité. Le prix Anna Désiré ou l'auto du développement durable a été lancé également. Serge Kolia. Il est le lauréat de l'édition 2017 du concours Jeunes Talents, initié dans le cadre du grand jury Martin Kofi Studer de la publicité africaine. Franck Lionel Groudet a reçu son prix au sein même de son établissement. Le programme que j'ai présenté s'intitule « Petit homme, que fais-tu » ? Petit homme, pourquoi ? Parce que nous voulons rappeler la place de l'homme dans ce monde qui est gigantesque, l'homme qui est tout petit, mais qui a cette volonté destructrice. Pour l'édition 2018, le prix fait la part belle au développement durable, avec notamment le prix Anne Désiré Ouloto. Nous avons besoin de respecter les principes du développement durable, nous avons besoin de changer de comportement, de changer de mentalité et d'être des acteurs de ce monde meilleur. À travers le grand jury de la publicité africaine, la marraine Kofi Studer veut partager sa longue expérience de 30 ans dans ce secteur. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ce métier, il y a de plus en plus de jeunes qui s'exercent à la création et donc je voudrais leur dire persévérer. Pour l'initiatrice, le grand jury Martin Kofi Studer de la publicité africaine comprend 3 prix âprement disputés chaque année. Je vous donne rendez-vous à tout le monde au mois de mai pour les journées grand jury de la publicité africaine à prendre une part active dans le développement durable. Le grand jury de la publicité africaine vise, entre autres, à promouvoir la créativité et l'excellence et mettre la publicité au service des grands enjeux du moment. L'ANSUT, l'Agence nationale du service universel de télécommunications, veut amener les populations ivoiriennes à s'approprier l'outil informatique. Dans cette optique, une caravane a été menée dans 6 localités de la Côte d'Ivoire. Nous allons rester avec Serge Kolia. Faire la promotion des TIC, les technologies de l'information et de la communication, en familiarisant les populations de l'intérieur du pays à l'outil informatique. C'est une des ambitions de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel et des télécommunications. En étroite collaboration avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, l'ANSUT Blog Camp a été créé. C'est un camp ou une école d'initiation aux bons usages du numérique et des services électroniques développés par l'ANSUT. Le tout, ce n'est pas de concevoir des services, ça on sait le faire. Mais ce qui, de mon point de vue, sera déterminant, c'est l'usage que les populations vont en faire. Et c'est seulement en ce moment qu'on parlera de transformation numérique de la Côte d'Ivoire et qu'on parlera aussi, assurément, d'émergence de notre économie. Pour la première édition, la caravane ANSUT Blog Camp a visité en une vingtaine de jours 6 communes de la Côte d'Ivoire, à savoir Yopougon, Ferkessédougou, Béoumé, Daoukro, Daloa et San Pedro. À cette occasion, plus d'1 millier de participants ont été formés et outillés par les blogueurs de Côte d'Ivoire. On était parti pour former 1000 personnes. Au final, on s'est retrouvé à former 1649 personnes. D'entrée de jeu, on a parlé de pourquoi est-ce qu'il faut utiliser Internet, comment écrire pour Internet. Et on a suscité la production de contenu au niveau local pour ces populations-là parce que c'est seulement eux-mêmes qui peuvent parler mieux de leur communauté. Les TIC pour l'autonomisation de nos communautés, c'est le thème de cette caravane de formation qui vise à former en moyenne 1000 apprenants par cycle de formation. Voilà, sachez que pour des raisons diverses, des salariés, des fonctionnaires ont fait le choix de résider à Bonois. Bonois, c'est non loin d'Abidjan et travailler ici à Abidjan. Chaque année, cette ville accueille de nouveaux travailleurs, ce qui fait accroître sa population. Le constat de Godefroy Okambawa. Il est 6 h du matin quand nous arrivons à la gare routière de Bonois. Parmi les passagers à bord de ce minicar, Franck Nyanzou. Il réside à Bonois. Tous les jours ouvrables, il fait la navette entre cette ville et Abidjan. Aujourd'hui, la capitale Abidjan est saturée. Donc on est obligé de venir dans les villes proches d'Abidjan, comme Bonois, banlieue, et on va au travail rapidement. Puis le tarif de transport, c'est abordable.
c'est abordable. Quelqu'un qui quitte à Yopougon peut venir au plateau. Moi, je quitte Bonoa pour aller au plateau. Moi, j'arrive d'abord plus vite que lui. Et puis, le rapport transport est moins cher. Certains ont fait le choix définitif de vivre à Bonoa pour des raisons diverses. Je suis à Bonoa depuis 2001 et la localité de Bonoa me plaît beaucoup. L'air de Bonoa nous plaît beaucoup et nous sommes à l'aise à Bonoa ici. C'est après la crise même que beaucoup, même ceux qui sont venus à Bonoa par rapport à la crise, ont vu que Bonoa, Abidjan, c'est court. Donc beaucoup se sont installés ici. Et chaque matin, ils vont au travail. Ils voient que c'est plus facile pour quelqu'un qui quitte à Yopougon, venir au plateau et de quitter Bonoa pour aller à Yopougon. Les premiers bénéficiaires de cette situation sont les transporteurs. Conséquence de ce flux, l'augmentation des loyers. Ils sont passés de 30 à 50 000 pour les 2 pièces et de 50 à 80 000, voire 100 000 francs CFA pour les logements de 3 pièces. Aujourd'hui, Bonoa est devenu une zone d'affaires. Une zone d'affaires, pratiquement tous les opérateurs se retrouvent dans la zone. Et quand il y a le développement, quand il y a assez d'affaires, il y a aussi une certaine inflation dans tous les secteurs. Dans le commerce, dans la restauration, dans l'hébergement et autres, même dans le transport. Malgré tout, la cité d'Ottawa continue d'attirer salariés et fonctionnaires exerçant à Abidjan. Avec l'ouverture de la nouvelle autoroute Abidjan-Grand Bassam, la ville de Bonoa est aujourd'hui facile d'accès. Le conseil régional du Gontougo vient de réaliser un pont sur la rivière Baya, une infrastructure qui va relier les départements de Transua et de Kounfao. Kwasi Mamadou. Ce pont construit sur la rivière Baya va relier les villages de Kouria et de Soromani. Au-delà de ces 2 villages, ce sont 2 départements, voire 2 peuples, que cette infrastructure rapproche. Il y a seulement quelques mois, pour rallier Kouria dans le département de Kounfao en pays Agni et Soromani dans le département de Transua chez les Brons, il fallait parcourir environ 150 km. Grâce au conseil régional du Gontougo, maire d'œuvre de l'ouvrage, ce trajet se fera désormais en quelques minutes. Le président de cette institution, Ignace Kosonou, soutient que ce pont est une expression du vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est une grande rivière, la Baya. À ce niveau-là, c'était des gros bois, des dessus qui étaient pratiquement pourris. Et en saison de pluie, aucun véhicule ne pouvait aller là-bas. Or, c'est une grande zone de production de cultures d'éreintes et de cultures maraîchères. Comment les écouler, c'était un problème. Et on a posé le problème au conseil qu'il a adopté et nous avons bâti le pont. Il nous a coûté autour de 80 millions. En plus du pont, le département de Transua bénéficie également d'un collège de proximité. Un collège construit dans le village de Kwassia d'Angurin, à hauteur de 196 millions de francs CFA. Ce collège, le 5e du genre dans la région de Gontougo, va accueillir à la rentrée prochaine des classes 300 enfants qui parcouraient déjà plusieurs dizaines de kilomètres pour les cours secondaires. Le collège nous suffit largement. Parce que quand vous allez dans beaucoup de sous-préfectures, il n'y a même pas de collège. La sous-préfecture de Kwassia vient de naître. En même temps, il y a un collège. Donc, vraiment, vous dire merci. À ces 2 infrastructures majeures s'ajoute la construction, l'achèvement et l'équipement des centres de santé dans les 5 départements que compte la région de Gontougo. Des réalisations présentées au cours de la session ordinaire du conseil régional. Le préfet des régions a félicité le président du conseil régional, Kosonou Ignace, et son équipe. Il les a par ailleurs invités à faire plus pour améliorer considérablement les conditions de vie des populations. Allez, très rapidement, un mot de sport. Notre compatriote Muriel Aouré remporte le meeting de Melrose Game de New York. C'est aux États-Unis d'Amérique. Elle a remporté cette course en 7 secondes 11 centièmes devant la championne du monde, Bowie. Les Marocains affrontent ce dimanche l'équipe du Nigeria en finale du championnat d'Afrique des Nations 2018. Une finale que vous pourrez suivre sur RTI 2 à partir de 18h30. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de la filière coco qui est dans une certaine léthargie, qui ne favorise pas son développement. Notre invité est un opérateur de ce secteur d'activité. Il est également président du conseil régional des Grands Ponts, avec pour capitale Dabo, bien sûr. Son nom, Gabriel Yassé. Monsieur Yassé, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de la rédaction
de RTI1. Avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Lanciné Bakayoko qui nous dit qu'à cause de l'inorganisation, la filière coco vivote. Les producteurs militent de plus en plus en faveur de la mise en place d'une interprofession. Utilisation de matériel végétal non amélioré, faible application des techniques culturelles, valorisation approximative des sous-produits du cocotier, extrême pauvreté des sols du littoral, insuffisance et mauvaise répartition des pluies. Bref, beaucoup de contraintes freinent encore l'essor du coco ivoirien. Pour accroître la productivité et améliorer la compétitivité de cette spéculation, les services du ministère de l'Agriculture mettent en avant la nécessité de faire intervenir la recherche. Les acteurs qui ne veulent pas rester en marge de cette évolution plaident pour la mise en place d'une interprofession de la filière, comme c'est déjà le cas au niveau du coton et du palmier à huile. Pour asseoir cette organisation, les acteurs ont besoin de ressources financières importantes. Malheureusement, la filière coco ne cotise pas au fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. N'empêche que ce fonds communautaire multiplie les initiatives afin de mieux cibler son intervention. L'organe s'emploie ainsi à mobiliser des ressources auprès du Fonds de solidarité, alimenté par les filières cotisantes telles les VA, le palmier à huile, le coton, l'anacarde, pour le financement des activités des filières non affiliées. Un véritable plan de sauvetage pour le secteur coco. Principale culture pérenne de rente des populations du littoral ivoirien, la filière coco dispose aujourd'hui d'une superficie estimée à 50 000 hectares. La production annuelle dépasse les 70 000 tonnes de copra, soit un rendement de 1,3 tonnes à l'hectare. Lanciné Bakayoko, M. Assé, quel est l'état actuel de la filière coco? Je vous remercie, M. Hassan, de m'avoir invité. La filière coco est une filière qui est laissée pour compte, avec un vieillissement du verger, donc des rendements très faibles, qui opèrent dans l'informel, donc qui a manifestement besoin d'une interprofession, qui n'a pas de fêtière. On a un verger qui est à vraiment replanter et le besoin de l'appui du gouvernement pour relancer sa filière, cette filière ou intégrer peut-être une interprofession déjà existante. Alors, vous êtes de cette filière, comment justement la relancer? Comment relancer la filière coco? Pour ma part, il y a lieu de créer très rapidement une fêtière, d'inciter une politique industrielle, parce que le coco a cette particularité d'avoir beaucoup de possibilités en termes de transformation. On a l'huile de copra sur un marché mondial de 1 800 000 tonnes, avec les Philippines comme producteur leader. Donc la Côte d'Ivoire a sa part, d'autant plus que des pays comme les Philippines, l'Inde, commencent à importer du fait de l'augmentation de leur consommation intérieure. Et le marché acheteur étant le marché européen, la Côte d'Ivoire est très proche de l'Europe. Donc c'est industrialiser, créer l'interprofession et peut-être envisager un DUS afin que ce droit de douane amène la transformation localement au lieu d'une exportation des produits bruts vers la sous-région et vers l'Europe. Alors, M. Assé, pourquoi est-ce que jusque-là, vous n'avez pas pu vous organiser en fêtière? Au niveau des deux premiers opérateurs, qui sont la SICOR et nous-mêmes, nous avons des pourparlers en tant que président de ces deux entreprises et nous entendons toucher M. le ministre pour voir comment peut-être intégrer la filière palmier ou bien créer notre propre interprofession. Alors très bien. Alors quels sont les produits du coco et comment se fait la commercialisation, leur commercialisation? Il faut savoir que le coco est appelé en Asie pig, porc, parce qu'il a cette particularité comme le porc où tout se transforme. Le tronc de coco permet de faire de l'ébénisterie de luxe, des meubles, d'exporter à travers le monde. La coque permet de faire de la bourre pour le substrat végétal, la culture hors sol, ou bien les tapis, ou bien les cordages. La coque permet de faire du charbon actif, qui permet
filtrer les eaux dans les grands projets hydrauliques, par exemple. Et puis, on a le classique qui est le coco râpé, l'huile de copra, et puis le tourteau qui est transformé pour faire du gâteau. Avec tout ça, la filière est laissée pour compte, on peut le dire. Il faut repartir carrément à zéro. Alors justement, si on repart, est-ce que la filière coco peut nourrir véritablement son homme, pour tous ceux qui voudraient bien s'intéresser à cette filière? Je lance quasiment un appel aux Ivoiriens qui s'intéressent à l'agro-business pour investir dans l'agro-industrie, dans la filière coco, parce que c'est une filière qui a un grand potentiel. Un pays comme les Philippines, qui a 80 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, 5% de l'économie de ce pays dépend de la filière coco. 20% des 40 millions de Philippins vivent du coco. Donc je pense que, à titre d'exemple, si vous prenez une noix de coco avec un prix moyen à l'export de 100 francs pour les nouvelles variétés hybrides, une tonne de coco vous donne environ 13 500 noix. À 100 francs, vous avez un revenu d'1 million, 1 350 000. Je connais peu de spéculations agricoles en Côte d'Ivoire qui rapportent, sauf dans les périodes pour le cacao, de sécheresse avec El Niño ou pour le café. Donc, c'est une filière qui est prometteuse. Une filière assez intéressante. Alors, est-ce que les jeunes et les femmes, en tout cas de votre localité pour l'instant, la zone du littoral, est-ce que les jeunes et les femmes s'intéressent à cette filière? Oui, les jeunes et les femmes s'intéressent à cette filière à notre demande. Pour la zone des Grands Ponts que j'ai l'honneur de diriger, qui a quand même 150 km de façade maritime. Et sur l'ensemble du pays, le coco part de Adiaké jusqu'à Tabou, Fresco Tabou. C'est immense en termes de potentiel. C'est un potentiel de 60 000 hectares, sans oublier la possibilité pour la Côte d'Ivoire de développer le coco continental, car au-delà du littoral, il y a des régions où le coco pousse. Donc ces jeunes-là, nous entendons au niveau du Conseil régional des Grands Ponts les organiser à Laou sur 2000 hectares pour lancer prochainement une usine de transformation. Et j'ai moi-même, en tant que président de région des Grands Ponts, écrit à mon homologue du Lodibois et je vais écrire à mon homologue du Beauclé pour que nous fédérions nos énergies pour lancer un programme cocotier dans l'intérêt des populations de ces 3 régions. Très bien, M. Assis, sans faire de publicité, est-ce que vous pouvez nous instruire sur la transformation du produit du cocotier ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait? En Côte d'Ivoire, les premières plantations ont été créées en 1967, après le plan palmier, par la Sodepalme puis Palme Industrie. En Côte d'Ivoire, vous avez le coco râpé, vous avez l'huile de copra, vous avez l'huile de coco qui va aux cosmétiques, comme l'huile de copra qui va chez les transformateurs de savon. Nous avons la bourre de coco qui est transformée pour le substrat végétal, pour faire la culture hors sol. Voilà essentiellement ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Et au niveau des 2 gros opérateurs, des recherches pour la transformation du tourteau qui sort de nos usines. Très bien. Alors justement, dans le cadre de la relance de la filière coco, est-ce que vous avez pensé à faire la promotion de la consommation lorsque l'État va venir à votre secours, pourrait-on dire, ou d'autres opérateurs voudront bien s'intéresser à cette filière, la promotion de la consommation, oui, surtout locale d'abord? La première étape, nous entendons replanter avec l'assistance du CNRA, parce que c'est me donner l'occasion de rendre hommage à nos chercheurs qui, depuis l'indépendance, ont créé un matériel végétal qui s'est exporté au Brésil et que les Brésiliens nous ont renvoyé en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. C'est extraordinaire les compétences que nous avons dans notre pays. Et ce qui fait qu'en matière de coco, nous avons à portée de main des compétences. Et avec le PB 121 découvert par les chercheurs ivoiriens et le PB 113, nous avons des variétés de coco qui vont jusqu'à 5 tonnes, 6 tonnes. Donc le marché intérieur
c'est là où il y a la plus-value, comme la Côte d'Ivoire gagnerait à consommer son café, elle gagnerait à consommer son coco. Je vous dirais qu'à titre personnel, je suis un grand consommateur de coco. Très bien, merci. Alors, vous avez parlé du CNRA. Comment se plante justement le cocotier et quelles sont les variétés conseillées? Est-ce que le cocotier peut être planté partout en Côte d'Ivoire? Non, le cocotier essentiellement est favorablement à planter dans la zone du littoral, la zone d'Adiaké, la zone d'Assini, Bassam, sur toute la zone littorale jusqu'au Grand Pont chez moi et jusqu'au Boclé à Fresco et dans la région de San Pedro vers Gliqué, vers Tabou. Est-ce qu'il est possible de planter le cocotier à Daoukro, à Ouélé, à Korogo? Mais il y a des nouvelles variétés qui permettent de lancer des plants de cocotier continental. Très bien, on attribue des vertus à la noix de coco. Vous les connaissez, ces vertus? Oui, la noix de coco, sans faire de publicité, j'invite ceux qui s'intéressent à cette filière à faire des recherches eux-mêmes sur les sites appropriés. Le coco est un alicament qui a cette qualité au-delà de sa capacité à nous nourrir, de nous soigner. Il y a de la vitamine B, il y a de la vitamine C, il y a des triglycérides à chaîne moyenne qui sont favorables pour notre santé. Les médecins se retrouvent bien. Parce que ces triglycérides s'éliminent. Pour le cosmétique, toutes les médecines qui favorisent l'arrêt du vieillissement des cellules sont à base de coco. Très bien. Alors, l'avenir de la filière? Ce sera la dernière question. L'avenir de la filière, il est immense en ce sens que il n'y a aucune usine d'eau de coco en Côte d'Ivoire. Et la vision que nous avons, nous, dans les Grands Ponts, c'est en fédérant nos énergies avec les présidents du Boclé et les présidents de l'Audibois, c'est de créer la première plantation d'une unité de 5000 hectares pour lancer l'usine d'eau de coco. Et arriver à la transformation au profit des populations. C'est la fin, justement. Merci, M. Yassé. C'est la fin de ce magazine et c'est également la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique, à la chef des éditions, Eva Michel Mambo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'ai resté avec nous sur RTI 1.